exceptionnel, Thomas d'Assembourg. Bonsoir Thomas, comment ça va? Bonsoir Anna et bonsoir à toutes et tous. Alors, avant de continuer, Thomas, il y a un petit temps mort entre le moment que ça commence et que les personnes puissent s'inscrire. Donc, donne-moi 12 secondes pour vérifier que nous sommes déjà en ligne et que les gens nous écoutent et que c'est bon au niveau du son et de tout ça. En tout cas, je suis très, très heureuse que tu sois ici avec nous ce soir. Alors. Merci, avec joie. Ça faisait longtemps, hein? Oui, absolument. Oui. Alors, non, on n'est pas encore visible. On n'est pas encore visible. Et alors. Tac, tac, tac. Ah oui, voilà. Ça vient d'arriver. Tu vois des commentaires qui arrivent? Oui, il y a déjà des gens qui... Alors, les commentaires qui arrivent, est-ce que vous nous écoutez et vous nous voyez bien? Okay. Alors, Thomas, oui, je crois que c'est bon. Ta conférence de cette année, on parlait justement avant le live, que bon, elle était faite il y a quelques mois, mais je trouve qu'elle est d'une pertinence incroyable avec le temps que nous sommes en train de vivre. Ça parle du changement individuel au changement collectif. Mais avant que tu nous parles de ta conférence, j'aimerais déjà savoir comment tu vis ce moment que nous sommes si exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Je le vis d'abord avec beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui souffrent si cruellement dans les hôpitaux, en ne pouvant pas accompagner leurs proches, en voyant des membres de la famille mourir seuls. Je suis déchiré à cette idée-là, que l'on puisse laisser ses proches seuls, doivent les laisser seuls et qu'ils s'en aillent sans soutien de la famille. Ça doit être absolument bouleversant. La première chose que j'ai à l'esprit aujourd'hui, et de ne pas pouvoir enterrer ces morts, faire la cérémonie, ne pas être avec eux. J'ai beaucoup d'amitié puissante et d'amitié pour ces personnes-là. Je pense aussi, bien sûr, à toutes les personnes qui vivent de l'angoisse à la maison, même sans être malades, qui ont de l'inquiétude par rapport à ce qui se passe et qui ne sont pas trop familières du fait de gérer leurs émotions. J'ai de l'amitié pour ça et j'espère que ceci peut être une occasion d'apprendre. Et enfin, je pense que comme beaucoup d'entre nous, je pense que nous sommes en train de recevoir une claque magistrale pour nous éveiller. C'est sans doute au-delà de la souffrance et de la tragédie pour tant de personnes, je le redis, c'est sans doute une opportunité de croissance commune, d'éveil de conscience pour revenir à des choses plus essentielles, à des choix plus justes, à des choix plus ancrés dans le respect de la vie, du vivant, des rites. Ok. Alors, je t'avoue que c'est un petit peu saccadé la voix. Et en même temps, en ce moment, mes amis, les réseaux sont très encombrés. Donc, on va s'armer de bienveillance et de patience et essayer de comprendre ce que dit Thomas. C'est compréhensible, hein, mais il faut juste être attentif. Alors, et aussi, avant de continuer, j'aimerais que vous souteniez en cliquant sur j'aime, parce que ça va faire que cette diffusion va être vue par beaucoup plus de monde. Donc, on est déjà, je vais te dire combien d'inscrits. OK, on est pour l'instant, mais il y a des gens qui sont en train de s'inscrire. On est presque 1200 personnes. Et si vous nous aidez à que cette diffusion soit plus grande, juste en cliquant sur j'aime, beaucoup plus de monde vont pouvoir accéder à cette live avec Thomas. Alors, moi, c'est quelque chose, il y a plusieurs sujets que j'aimerais traiter avec toi ce soir. Et une, c'est que justement, on parlait depuis longtemps de ce changement qui est en train de s'annoncer, mais j'ai l'impression que voilà, il est peut-être devant nous et qu'en même temps, comment on peut faire pour accompagner ces changements qui s'annoncent, qui est presque là, qui je ne sais pas, c'est beaucoup plus tangible qu'avant. C'est beaucoup plus tangible et je pense que le signe est clair. Nous sommes tous individuellement invités à transformer notre rapport à notre propre vie.
C'est extraordinaire comme précipité. C'est pas que ça va se passer à l'extérieur, que les choses vont arriver par là, que peut-être un secours va venir par ici. Chacun est invité à rester chez soi, à prendre soin de soi, à s'occuper de son hygiène, à être très vigilant par rapport à ça et à éviter de disperser, bien sûr, le virus autour de soi. Je vois un symbole extrêmement clair dans cette invitation à l'hygiène personnelle. C'est de notre travail personnel que peut changer petit à petit la conscience collective. C'est en transformant nos consciences individuelles et le rendez-vous que chacun de nous est invité à avoir avec soi, avec son être, en restant à la maison, avec un programme très réduit, est, à mon avis, une opportunité considérable pour apporter du changement. Et je voudrais nous encourager à le vivre comme ça, même si, bien sûr, c'est difficile. Beaucoup de parents sont confrontés à la cohabitation avec les enfants toute la journée, particulièrement en bas âge. J'ai des proches qui sont dans ce cas-là. Ça n'est pas facile, je m'en rends bien compte. Oui, oui, oui. Et ouais, c'est une invitation, j'ai l'impression aussi, à regarder plusieurs aspects de notre vie. Par exemple, on parlait aussi avec tout à l'heure, le couple. Le couple, il est plus que jamais sollicité, si on peut dire, oui, dans ce moment que nous vivons. Absolument. Je pense que nous avons tous appris qu'en Chine, il y a eu pas mal de divorces suite à l'épidémie. C'est une leçon de réaliser que s'il y a quelques semaines d'épreuve, un couple peut être à la merci. C'est une invitation à se rencontrer à un endroit qui est solide et qui ne soit pas à la merci des émotions passagères et des changements de circonstances, pour pouvoir faire un couple qui précisément traverse les intempéries et les difficultés. C'est sans doute une invitation pour chacun de nous à se rencontrer de façon encore plus profonde dans des endroits où peut-être on n'a pas pris l'habitude d'aller se contacter, se connaître. Personnellement, j'y vois aussi une opportunité, si nous voulons bien laisser notre ego se dissoudre et la coquille d'ego s'ouvrir pour qu'éclose l'être. Tu peux aller plus loin là-dedans? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Je veux dire que la cohabitation dans l'intimité, comme ça, sans espace de ressourcement, avec d'autres activités, nous invite vraiment à accélérer les aspects irritants de la relation. Ça met comme une loupe sur ce qui peut nous énerver, nous agacer, les détonateurs. Si nous voulons bien observer pourquoi ça fait mal, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que cette irritation rappelle, comment est-ce que je peux tirer parti de cette friction pour me décaper d'une couche qui n'est pas moi, qui sont mes conditionnements, qui sont mes habitudes, qui sont peut-être mes blessures, mais qui n'est pas mon essence. Comment est-ce que je peux accepter de perdre cette petite couche d'ego pour aller dans mon essence propre? Si nous faisons ce travail-là, nous allons passer à un palier de conscience et de relations infiniment plus satisfaisant. On n'est pas sur Terre pour se chamailler et se bagarrer. On est sur Terre pour se rencontrer et être heureux de cette rencontre. Ça passe par des frictions et des inconforts. Mais ne nous arrêtons pas là. S'il y a un inconfort, demandons-nous pourquoi. Et qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que nous avons besoin de lâcher, de transformer? Et à ce moment-là, ça peut vraiment être une occasion d'éclosion mutuelle, de transformation mutuelle. Et je ne dis pas que ce soit facile, certainement pas. Je dis que ça vaut la peine. Ouais, c'est comme un grand moment de vérité finalement, parce que il y a ceux qui sont en couple, qui peut être difficile ou très bien d'ailleurs, hein? Il y a aussi des gens qui la passent très bien, et il y a aussi ceux qui sont seuls, hein? C'est aussi un défi pour la solitude. Certainement que pour beaucoup de personnes, j'en ai des témoignages par courrier, qui ne sont pas habitués à rester seuls et à rester seuls avec elles-mêmes. C'est aussi un défi, bien sûr. De nouveau, c'est une occasion de se rencontrer vraiment, de savoir qui on est profondément et de sentir que l'on peut développer une amitié profonde pour l'être que l'on est, en sorte que cette amitié demeure et soit stable à travers les difficultés à rencontrer dans le reste de la vie, et qu'au moins on ait un compagnon fidèle à l'intime de soi, un compagnon, une compagne.
Tout à fait. Alors, mes amis, vous qui êtes là, je vous invite à poser des questions à Thomas et à les poser maintenant parce qu'il y a un temps mort entre le moment que vous posez la question et que ça arrive à nous. J'ai plein de questions à poser à Thomas, mais j'aimerais quand même vous donner l'opportunité à vous parce que c'est l'idée de poser des questions. Thomas, tu vas me permettre une seconde. Alors, je te posé une question et comme ça, pendant ce temps-là, je cherche les questions du public. Et autre chose qui cette situation attire mon attention, c'est notre rapport à la terre. Tu vois, ça fait à peine, je sais pas, une semaine ici en France que c'est arrêté, que nous sommes plus ou moins arrêtés. Je ne sais pas combien de temps ça fait en Belgique, où tu es. Et la terre, on dirait qu'elle respire. Je vois ici le ciel est bleu, les baleines sont apparues, les dauphins, les cygnes, c'est incroyable. Et donc, il y a vraiment un message dans tout ça. Quel est pour toi le message que la terre est en train de nous envoyer de cette façon? J'aime imaginer qu'elle respire et qu'elle se dit ouf, enfin une bouffée d'air. Je pense que tout d'un coup, elle est libérée des usines, des avions, des camions, des transports, du trafic, des embouteillages. C'est une aubaine pour la Terre, pour la planète, pour l'air, pour l'oxygène. C'est vraiment une grande expérience pour nous de réaliser, au fond, nous aimerions vivre comme ça, avec moins de bruit, moins de stress, moins de particules dans l'air, avec un ciel clair, avec des oiseaux qui viennent chanter dans nos villes. Nous aimerions vivre comme ça. Je souhaite profondément que chacun de nous encode ces états-là pour s'y maintenir et demander à nos responsables, à nos decision makers, enfin ceux qui ont le pouvoir en main, de maintenir un climat comme ça. On va rétablir des échanges et du commerce, bien sûr, et des services, mais on va le faire de façon respectueuse, s'il vous plaît. Merci. Alors, les questions commencent à arriver. Et il y a une personne, je ne peux pas voir le nom de personne. Je suis désolée. Je vais te donner les questions telles que je les vois. Alors, comment la CNV peut nous aider à passer ces caps? Les deux axes, la présence à soi d'abord. La CNV, en tout cas pour moi, a été une clé majeure pour apprendre à écouter toutes les parties de moi, à la fois les enthousiasmes, les ouvertures, les émerveillements, mais également la peine, la souffrance, la tristesse, l'impuissance, le dépit, et de pouvoir rester centré au milieu de ce champ d'émotions, rester posé à l'intime de soi. Et c'est la démarche d'auto-empathie qui est pour moi particulièrement claire avec le processus de la communication non violente. Ça s'apprend petit à petit. Dans les ateliers que j'anime, je propose aux gens d'apprendre à se poser régulièrement, plusieurs fois par jour, une petite question simple. Comment ça va? Toi là-dedans, comment tu te sens? Quels sont les sentiments agréables? Quels sont les sentiments désagréables? Et par exemple, on peut se dire, ah bien, du côté agréable, et j'encourage à commencer par l'agréable parce qu'en principe dans la vie, il y a bien plus de choses belles et bonnes qui se passent que de choses tragiques, en principe dans la vie. Et donc, commençons par ce que tu viens d'évoquer, Anna. Je réalise que dans mon quartier, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de pollution, moins de bruit. Je me réjouis de ça. Ça nourrit mon besoin de paix, de calme, de pureté, de respect de la nature. Et je m'enchante un moment clairement de cela. Et en même temps, peut-être qu'il y a une partie de moi qui est inquiète et qui a besoin d'être rassurée que tôt ou tard, je vais retrouver une ressource parce que j'ai peut-être perdu toutes mes activités, mes contacts, etc. J'ai besoin aussi d'être rassuré que je vais garder du lien, même si je suis seul dans mon appartement. Et j'écoute les parties de moi qui sont inquiètes, tristes ou déçues pour me relier. Et je demande à personne de me croire. Mais le fait d'écouter les parties de nous, ça nous permet de leur permettre de cohabiter. Elles ne sont plus en opposition en essayant de tirer la couverture l'une à l'autre. Elles se mettent à cohabiter. On crée ainsi ce que j'appelle un nous intérieur. Il n'y a pas un je par ici, un tu par là. Il y a un nous intérieur. Et ça, c'est le premier nous. Et c'est donc le premier axe que la communication non violente permet, l'auto-empathie. Le deuxième, bien sûr, c'est la communication avec l'autre. Arriver à exprimer ce qu'on ressent sans être agressif. Si on est tendu, fatigué, etc., qu'on a besoin d'espace, pouvoir le nommer, indiquer des limites claires à son conjoint ou à ses enfants en disant là j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'être en silence, j'ai besoin d'écouter la musique dans mon casque pendant 1 heure pour me ressourcer. Et également la capacité d'avoir de l'empathie pour l'autre, comprendre ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit
Évidemment, les petits-enfants demandent de l'attention, ont besoin de présence, souhaitent que l'on joue avec eux, et ça peut être épuisant. Ce sera plus facile quand ils pourront un peu plus comprendre qu'on peut se ménager des espaces. Mais en tout cas, voilà les deux axes, empathie pour soi et empathie pour l'autre, expression de l'autre. Ce sont de grandes clés pour mieux vivre ensemble, particulièrement quand on est dans des espaces de promiscuité. Merci Thomas. Ici, une autre question très intéressante. Comment faire pour sortir du confinement et ne pas retomber dans les mêmes travers d'avant? Ben, d'abord, la discipline personnelle, de pouvoir se dire, tiens, j'ai appris à ne pas prendre la voiture, j'ai appris à acheter plus sobrement ma nourriture, j'ai appris à cuisiner avec davantage de fantaisie et d'ouverture, j'ai appris à me réjouir d'être à la tablée avec les enfants, d'allumer une bougie, de profiter du temps que l'on a ensemble. Eh bien, ça, je garde. Ça, je garde. Je veux que la table soit belle, je veux que le repas soit bon, je veux qu'on puisse s'écouter, s'échanger, que je veux prendre du temps pour préparer de bonnes choses à manger, je veux prendre du temps pour être avec. Et ça, je garde. Et si chacun de nous a cette discipline de maintenir ce qui lui a plu, ce qui l'a nourri, ce qui l'a ressourcé, je pense qu'inévitablement, le système va changer. On le sait aujourd'hui dans de très grosses boîtes, de jeunes étudiants qui sont engagés, enfin qui débutent leur carrière à 22, 23 ans, disent à leur patron, moi, je ne prends pas de rendez-vous après 6 heures parce que j'ai mes enfants et je rentre. Ça ne s'est jamais vu à la génération précédente où tout le monde faisait voler en éclats sa vie de famille pour être au rendez-vous avec le patron jusqu'à 20 heures du soir ou 21 heures. Aujourd'hui, il y a une simplicité qui fait que les jeunes osent dire hey, je suis en couple, j'ai des enfants, je rentre et les rendez-vous, c'est pendant la journée, mais pas le soir. Eh bien, on peut apporter dans le monde les valeurs auxquelles on croit. Et je crois profondément que c'est à ça que nous invite cette crise. Apportons dans le monde les valeurs auxquelles nous croyons. N'attendons pas qu'elles tombent du ciel, on le sait bien. Ce n'est pas nos dirigeants qui vont les apporter. C'est à nous à les co-créer. Tout à fait, Thomas. Alors, il y a quelqu'un qui te dit merci parce qu'elle vient de faire une grande prise de conscience grâce à une phrase que tu as dit, je ne sais pas laquelle. Ah bon. Ça fait toujours, c'est agréable d'entendre ça. Alors, il y a une question que, désolé, la personne qui me... Ah oui, il y a quelqu'un qui pose la question... toute cette question qu'on se pose sur soi, qu'est-ce que ça dit de moi, comment j'ai perdu la question, je me rappelle plus ou moins, il y a tellement de questions qui arrivent que j'ai perdu la question. Comment le faire? Parce que comment se répondre à des choses qu'on ne sait pas en fait? Tu vois la question ou pas? Je n'ai pas repéré la question dans la liste, non. Non, mais tu vois ce qu'elle veut dire avec cette question? Comment se répondre à des choses qu'on ne sait pas sur soi? Je crois que c'est ça la question. Hein. Je ne la comprends pas clairement, à vrai dire. Alors, écoute, j'essaie de la retrouver, mais elle n'était pas très claire la question non plus. Oui, je suppose que c'est comment se poser des questions sur des choses. Tu avais énuméré plusieurs questions. Qu'est-ce que ces événements disent de moi? Comment je vis ça, etc. Et donc, je crois qu'elle répondait comment se répondre à cette question quand on ne connaît pas la réponse. Ah, bien sûr. Si on se pose la question, la plupart du temps, c'est qu'on ne connaît pas la réponse. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la réponse que la réponse ne va pas venir. Ouais. Posons-nous les bonnes questions. C'est vraiment tout ça, le travail de connaissance de soi. Surtout, posons-nous les bonnes questions et ne prétendons pas que nous avons d'emblée les réponses. Quand on prétend qu'on a d'emblée les bonnes réponses, on n'avance pas, on reste dans sa petite zone de confort, on croit qu'on sait. Et pour moi, c'est précieux de maintenir un côtoiement régulier de questions inconfortables sans vouloir tout de suite y répondre. Maintenir un côtoiement régulier de questions inconfortables sans vouloir tout de suite y répondre. En sorte que ce questionnement, cette ouverture petit à petit creuse en nous le puits dans lequel petit à petit l'eau de la réponse va arriver. Vous connaissez cette image, certains parmi vous ont voyagé dans le désert, j'ai voyagé régulièrement dans le désert, il y a des endroits où les Bédouins savent, ici le sable est un peu humide, on va creuser
on creuse 1 mètre, il n'y a rien qui se passe, mais 2 heures plus tard, l'eau est remontée. Il y avait une nappe phréatique qu'eux seuls connaissaient. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est de creuser pour qu'il y ait un appel de conscience qui se fasse. Et je nous invite donc à accepter l'inconfort plutôt que tout de suite nous divertir, allumer la télévision, zapper sur les écrans ou se mettre à picoler, ce qui est peut-être une tentation dans le confinement, eh bien de côtoyer les questions. Je t'ai coupé, excusez-moi. Non, je t'en prie. C'est OK? Tu as fini ta réponse? Oui. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui dit, je suis obligée de rester avec mon mari pendant le confinement alors que je m'ai divorciée. Qu'est-ce que cette situation veut me dire? Vous êtes toujours 2 êtres humains en présence. Comment pouvez-vous vous respecter, vous comprendre, avoir de la bienveillance, même si le choix d'être ensemble en tant que couple n'est plus votre priorité? Ça peut être vraiment intéressant de se dire, tiens, la vie nous amène à être dans la même barque, là, dans notre confinement. On n'avait pas choisi ça. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Est-ce que ça ne peut pas remettre en question certaines habitudes de jugement, d'a priori? Est-ce que je ne peux pas essayer de regarder cet humain-là sous un nouveau regard, d'une façon neuve? C'est un des grands enjeux dans nos vies affectives, c'est que nous sommes encombrés par le passé. Il y a un stock de passé qui est là et qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et peut-être que c'est ça l'occasion ici, c'est de se dire, je vais regarder la chose telle qu'elle est, sans passé, en essayant d'avoir un regard vierge de tout passé. Et je ne dis pas que c'est facile, certainement, mais il me semble que ça vaut la peine d'essayer ça. Et indépendamment du projet, hein, peut-être que le projet est toujours très clairement de ne pas continuer le couple, mais au moins de se dire, tiens, ben voilà, 2 humains embarqués dans un confinement, comment on fait pour s'entendre? Comme si on était sur une île déserte avec un autre naufragé. Bonne idée, je trouve. Alors, quelqu'un qui dit qu'elle est assaillie par des pensées par rapport aux enfants qui sont enfermés avec des parents maltraitants, bourreaux, etc., et qu'elle ne sait pas quoi faire avec ces idées. Pour écouter la part de tristesse et de dépit, d'impuissance qu'il y a derrière ça, écouter le rêve que tous les parents soient bienveillants et patients et disponibles pour écouter les enfants, même quand les circonstances sont particulièrement difficiles à vivre, et accepter que si ça c'est le rêve, ben, ce n'est pas forcément la réalité pour le moment. On travaille à ça, bien sûr, tout mon travail et le travail de beaucoup de personnes qui sont là avec nous, certainement, consiste à éveiller la conscience pour qu'on se parle avec douceur, qu'on apprenne à gérer les conflits, qu'on apprenne à vivre les émotions. Nous travaillons à ça, c'est pour le prochain millénaire. On est tous engagés dans cette moisson-là, si je puis dire. Mais en tout cas, ne pas être submergé par cette partie. Je recommande, nous avons des parties de nous, s'il y en a une qui prend le pouvoir, alors on est submergé, on devient un objet manipulé par les émotions. Restez le sujet de votre existence, hein. Écoutez les émotions, mais ne vous laissez pas submerger. C'est vous le patron ou la patronne. Je vais vous partager une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps qui m'a fait beaucoup de bien. C'est que depuis l'année 2000, on a fait des progrès énormes, notamment vis-à-vis des enfants. Parce qu'on ne lit pas ça dans les journaux. Là. Et par exemple, le travail des enfants a été diminué en un quart depuis les années 2000. Donc, je trouve qu'on va super vite, sauf qu'il y a tellement de choses à faire et on venait de tellement loin qu'on ne voit pas parfois les avancées, mais qu'elles sont réellement là. Absolument, merci Anna de souligner ça. Ça bouge pas aussi vite que l'on rêverait, mais ça bouge considérablement quand même. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent. Il y a seulement 30 ans, 40 ans, ce n'était pas le cas. Hein. Absolument. Voilà, donc il y a un gros espoir. Alors, j'avais une... Oui, en fait, la question, c'est... Elle est super longue, donc j'essaie de te la... C'est que on est devant un changement, mais beaucoup de gens pensent qu'on va sortir de ce confinement et le changement, voilà, le nouveau monde nous attend à la fin du confinement. C'est un processus, je suppose. Et comment tu le perçois?
ce changement que nous sommes en train de vivre, qui est véritable, mais qui, à mon avis, va falloir créer. Absolument. Ça ne va pas se faire tout seul, par miracle. Et mon Dieu, merci de cette possibilité de préciser ça. En tout cas, c'est que ça va absolument dépendre de nous, de notre engagement, de notre solidité, de notre détermination à ne plus retomber dans les travers et à ne plus laisser faire les dirigeants, à manifester tout de suite dès qu'une usine pollue, dès qu'un moteur est mal réglé, dès que des décisions qui compromettent la nature sont prises. Ça va demander une beaucoup plus grande réactivité, je pense, pour pouvoir faire valoir les valeurs auxquelles nous tenons. Et je pense que ça va nous demander également d'accepter de changer nos rythmes. Je vois par exemple le bénéfice du télétravail. D'après ce que je lis, à peu près dans 20% ou peut-être 30% des métiers, on peut très bien télétravailler. Et ça maintient l'efficacité du travail tout en évitant d'encombrer les routes, de polluer, d'ajouter du stress. Eh bien, voilà une qualité de vie considérable qui fait gagner un temps précieux. Peut-être que ça va amener des diminutions de rémunération. Il y aura sans doute un certain choix à faire, peut-être accepter de gagner peut-être un peu moins. C'est le principe du mouvement de la simplicité volontaire qui est assez répandu en Belgique. Gagner sans doute un peu moins, mais vivre beaucoup mieux. Et donc, nous sommes peut-être devant ce genre de choix-là. Et justement, je crois que ça, c'est aussi un des enseignements que ce moment est en train de nous apprendre. Que, par exemple, je me rends compte qu'en ce moment, à part la nourriture, et encore, on mange très peu aussi, nous, à la maison. Il n'y a pas de grandes dépenses. Donc, on va vraiment à l'essentiel de l'essentiel. Et je crois que ça, c'est un des enseignements que cette période nous montre. Oui, je lisais dans les questions, comment peut-on rester sur l'essence de notre être alors qu'il y a tant de négativité autour? Et j'ai envie de dire, mais précisément, il y a tant de négativité autour, surtout sent-on l'essence de notre être, qui est un être vivant, qui vient s'incarner pour, d'après la plupart des traditions, apporter de la conscience et de l'amour. Eh bien, c'est bien le moment. Nous venons contribuer à ce mouvement de conscience et d'amour qu'on appelle la vie et qui prend toutes sortes de formes. Nous sommes incarnés dans une forme humaine, profitons-en pour apporter de la dignité, du discernement, de la solidarité, du partage, de la joie. Apportons de la joie précisément à travers l'intempérie. Personne n'est angélique aujourd'hui, mais on se rend bien compte que si nous ne retrouvons pas notre essence profonde, alors on se laisse complètement chahuter par les événements. Tout à fait. Oui, il y a une question aussi très intéressante qui dit que cette personne, c'est aussi une question longue, qui dit qu'elle a l'impression que cette crise va encore creuser parce qu'il y a des gens qui vont prendre conscience, et de plus en plus, et encore plus profondément. Il y a des gens qui n'ont pas pris conscience et qu'elle a l'impression que ça va creuser la différence, ça crée deux grands groupes, de plus en plus séparés. Ceux qui ont pris conscience et ceux qui n'ont pas pris conscience. Je pense que ça a toujours existé. Des gens qui sont plus peut-être attentifs, plus sensibles, plus éveillés, je mets le mot avec délicatesse, à ce qui est en train de venir, à ce qui est en train de changer, et d'autres qui sont plus accrochés à l'ancien système, à l'ancien paradigme. Cette tension entre ces deux mondes a toujours existé. Ce qui est précieux, c'est de mettre notre énergie à valoriser le changement, à encourager l'évolution, à stimuler l'éveil. Mettons notre énergie vers ce que nous voulons plutôt qu'à nous plaindre de ce que nous ne voulons pas. C'est vraiment ma disposition de cœur depuis toujours. S'attacher à ce qu'on ne veut pas, se lamenter sur ce qu'on ne veut pas ne nous apporte aucun bien-être. Donc, allons-y à fond dans le fait de porter de tout notre cœur les valeurs que nous croyons, auxquelles nous croyons, et de les instaurer, même de façon menue, même modeste, même s'il s'agit juste de changer le rythme familial, la tablée familiale, la disponibilité à ses proches, le temps de se chérir, de contempler, de s'enchanter d'être en vie. Même si nous ajoutons juste cela dans nos vies quotidiennes, je pense que nous aurons fait faire un bond considérable pour l'humanité parce que nous y aurons ajouté de l'enchantement, de la contemplation, et c'est bien ce dont notre monde a besoin, c'est qu'on apprenne à s'enchanter d'être en vie et non pas juste à consommer de la matière. Merci. Et quoi faire devant la 5G, dit quelqu'un d'autre.
c'est un peu plus technique que ce sur quoi j'ai l'habitude de poser mon attention. De nouveau, je pense que nous avons besoin de faire valoir nos valeurs profondes et que c'est pas le moment d'ajouter de la destruction, du bruit, des sons, des fréquences dans un monde qui a besoin d'être ramené à l'essence et de retrouver vraiment sa pureté. Donc, je crois que c'est précieux que, comme citoyens, nous fassions pression pour mettre notre attention sur d'autres priorités que celle-là. D'autant que, si j'ai bien compris l'enjeu, c'est d'accélérer encore la capacité à accéder à l'information. Avons-nous encore besoin d'accélérer quoi que ce soit? N'avons-nous pas justement besoin de ralentir, de nous poser, de goûter l'instant, de goûter les rythmes doux? C'est à cette révolution-là, une révolution de la lenteur, du silence, de la profondeur que nous sommes invités, je pense. Donc, soyons bien sûr vigilants par rapport à ça. Et s'il n'y a pas, j'ai confiance que s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Donc, arrêtons d'être demandeurs. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui dit, comment faire si je travaille sur moi et qu'autour de moi, il n'y a pas de compréhension, surtout avec des adolescents qui sont dans la révolte du monde actuel? Vous avez une magnifique occasion d'avoir de l'empathie pour ces adolescents et on peut comprendre leur révolte, bien sûr, leur dépit. On leur livre un monde en triste état et pouvoir reconnaître ça, reconnaître que les générations qui nous ont précédés ont pas mal compromis la planète. Je crois que c'est précieux de pouvoir les rejoindre et qu'ils reçoivent de l'empathie, de la compréhension que leur révolte est sans doute largement justifiée et qu'en même temps, ce n'est pas forcément l'état de révolte qui va rendre heureux. C'est plutôt l'état de responsabilité, de par où on peut changer les choses et d'indiquer donc combien il y a aujourd'hui des pistes pour changer les choses, à commencer par soi-même. Comment pouvons-nous nous-mêmes nous mettre au service du changement dont nous avons besoin? De plus en plus d'initiatives se font. Moi, je rencontre énormément de jeunes qui sont fatigués de se plaindre et qui veulent s'engager dans le changement, dans la transition. Et donc, les opportunités ne manquent pas. C'est vraiment sans doute une occasion d'apporter un éclairage à la fois d'empathie et d'aiguillage vers le fait qu'un autre monde est possible et que nous sommes aujourd'hui, et sans doute les jeunes particulièrement, invités à le co-créer. Mais ça passe par reconnaître la révolte et le dépit, c'est clair. Nous avons agi comme des étourdis, hein, le mot est faible. Merci Thomas. Alors, quelqu'un demande, est-ce qu'à force de regarder l'intérieur, nous oublions-nous un peu l'extérieur? Alors, dans mon expérience, je n'ai pas vu ce risque. Je l'ai vu à l'inverse. À force de regarder l'extérieur, on oublie l'intérieur. Mais je n'ai pas vu qu'en regardant l'intérieur, on néglige l'extérieur. Je n'ai pas vu ça. Et c'est ce qui m'a fait écrire mon bouquin sur l'intériorité citoyenne, dont le titre est du je au nous. C'est en entrant dans mon je que je comprends le tu et que je m'ouvre au nous. Donc, c'est vraiment dans cet axe de déploiement de l'intérieur vers l'extérieur que je nous vois. Et donc, j'ai confiance que parmi les enjeux de notre vie intérieure, il y a prendre part, il y a faire partie, il y a prendre soin, il y a contribuer, il y a co-créer, il y a collégialité, compagnonnage. Il y a ces enjeux-là, absolument. J'en suis plus que convaincu. Merci Thomas. Alors dis, comment faire avec un mari que je veux convaincre et avec lequel je me heurte, avec qui je me heurte? Difficile. Vous avez employé le mot qui tue. Écoutez le mot convaincre. C'est juste amusant, enfin, c'est une boutade, mais qui a envie d'être vaincu comme un con, pardonnez-moi l'expression, mais donc vous êtes en train d'essayer de vous opposer. Allez avec, apportez de l'empathie, partagez votre sentiment, n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas d'avoir raison, laissez la chose être avec douceur. Votre alignement, la clarté avec laquelle vous croyez ce que vous croyez, vous vivez les valeurs que vous voulez vivre, à mon sens, a infiniment plus de chances d'être contagieuse, simplement parce que c'est un état de paix, c'est un état de joie, c'est un état de bienveillance, c'est un état qui fait sens et qui fait envie. Alors que le fait de convaincre ramène l'autre à se
à se terrer dans sa tanière et à remonter le pont-levis pour être à l'abri. C'est de nouveau une belle occasion de pratiquer la bienveillance, la cohabitation, l'accueil de la différence, tous ces enjeux que nous prônons tous les jours dans la vie citoyenne en les souhaitant. Eh bien, voilà, nous sommes invités dans un petit laboratoire de couple ou de vie de famille à les vivre, à les instaurer. Oui, merci Thomas. Il y a aussi quelqu'un qui me demande de rappeler qu'il y a, pour les parents un peu dépassés, SOS Parentalité. Il y a le numéro de téléphone que vous pouvez retrouver sur les commentaires et qui travaille tous les jours de lundi à samedi de 14h à 17h par téléphone. Donc, tu connais cette association, SOS Parentalité? Pas directement, mais je sais que des SOS parentalité ou des noms semblables existent régulièrement et tant mieux justement pour permettre aux personnes qui n'en peuvent plus d'avoir une écoute. Et je recommande évidemment chaleureusement aux personnes qui sentent qu'ils n'en peuvent plus et qui pourraient passer à l'acte dommageable de la violence de percevoir ce risque et d'appeler à l'aide avant le passage à l'acte. Les enfants ne sont pas là pour servir de paratonnerre à nos frustrations. Tout à fait. Et à ce moment, il y a aussi, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'Isabelle Padovani a posté sur cette page, vous pouvez la retrouver, des bénévoles de la CNV qui font aussi de l'écoute empathique par téléphone ou des demi-heures gratuites. Ça, c'est aussi très précieux. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non, je ne me suis pas forcément mis au courant de tout ça, mais j'accueille avec plaisir, bien sûr, cette belle initiative. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu vois en question là, j'essaie de... Ceux qui resteront dans la 3D, ils sont... Ah ouais, ça, tu as répondu, les deux personnes, les deux groupes qui peuvent se créer, qui sont depuis toujours là. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas... Oui, il a dit que quelqu'un qui est très sceptique et qui croit que les gens après la pandémie vont être pires qu'avant, qui vont reprendre plus les habitudes parce qu'ils avaient arrêté pendant un temps et que donc elle est très sceptique, elle pense que les gens vont le faire doublement. Eh bien, j'accueille son scepticisme. Je ne le partage pas. Je ne le partage pas. Je lis plusieurs études sur les grosses épidémies qui ont apparemment toutes systématiquement dans l'histoire apporté des changements de structure fondamentaux parce que tout d'un coup, c'est un choc et que tout le monde s'ébroue et met en place de nouvelles façons de faire. Donc, il y aura peut-être des personnes qui reprendront complètement le cours des choses comme d'habitude, sans doute, bien sûr. Et en même temps, je pense que beaucoup d'entre nous auront envie de changer les choses. Et voilà, j'ai partagé hier le témoignage d'un jeune parlementaire en Belgique. Vous savez peut-être qu'en Belgique, on a voté les pouvoirs spéciaux pour le gouvernement, vu les circonstances. Et donc, les parlementaires ont dû faire voter cet accord des pouvoirs spéciaux au gouvernement. Et un parlementaire que je connais m'a transmis le discours qu'il avait fait, que j'ai trouvé si beau, 2 minutes et demie. Je l'ai mis sur ma page Facebook hier, dans lequel il indique, bien sûr, on vous donne les pouvoirs spéciaux, avec plaisir, vu la circonstance, et en même temps, on vous demande de ne pas recommencer comme avant. Et il indique pourquoi. Et je trouve ça extrêmement pertinent. Voilà un jeune parlementaire de 35 ans, peut-être, ou la quarantaine, je ne sais pas, et qui est déterminé avec son équipe à dire, on ne veut pas que ça revienne comme avant. J'ai envie d'encourager ces personnes-là, plutôt qu'à, de nouveau, regarder le scepticisme. C'est pas ma nature. Voilà, quelqu'un qui dit comment ne pas culpabiliser devant tous les horreurs qui arrivent en ce moment. En acceptant que vous n'avez pas de part de responsabilité là-dedans, en direct, je veux dire, bien sûr, notre système global d'échange global, etc., de voyage, de délocalisation a généré ce type de pandémie, mais en vous-même, en tant que personne, individu, vous n'avez pas
créer cette chose-là, vous avez besoin donc de vous responsabiliser plutôt de culpabiliser. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer? D'abord, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que la pandémie se répande? Mais également, comment est-ce que par la suite, je peux contribuer avec le pouvoir qui est le mien? Et chacun de nous en a, hein, chacun de nous a un pouvoir. Arrêtons de dire qu'on n'est qu'une goutte dans l'océan. Mon Dieu, si toutes les gouttes de l'océan disaient ça, eh bien, on serait à sec. Hein. Donc, reconnaissons notre part de colibri, peut-être infime, mais cependant présente, pour se dire, je vais utiliser ma responsabilité là où je suis avec les moyens que j'ai. C'est le conjoint qui est en face de moi, c'est l'enfant qui est dans ma maison, c'est le collègue de travail que je retrouve après. Ces enjeux-là, très, très proches. Mais, donc, la culpabilité divise hein, et tétanise, ça nous ronge, tandis que la responsabilité dynamise. La responsabilité est une vraie vitamine pour agir et transformer les choses, alors que la culpabilité est un véritable poison. Donc, débarrassons-nous de la culpabilité, ça use notre humanité. Merci Thomas. Nous sommes arrivés à la fin du temps imparti. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux gens qui sont là? On n'a pas pu répondre à toutes les questions, à énormément de questions. Je suis très touchée par toutes ces personnes qui me posent des questions, mais il y a un temps. Après, il y a une autre interview, et donc on ne peut pas continuer. Qu'est-ce que tu veux laisser comme message? Oh mon Dieu, ben, je suis aussi très touché par l'intérêt des personnes. Merci de votre amitié, de faire ce petit bout de chemin ensemble, de partager un peu ces réflexions. J'aurais aimé également, comme toi, Anna, répondre à toutes les questions si ça avait été possible dans le temps imparti. Il me semble que ce dont notre monde a le plus besoin, c'est de paix intérieure et de confiance dans la vie. La vie a toujours traversé des épreuves et des tragédies, et cependant elle renaît. Et c'est sans doute sa nature profonde. Elle prend des formes, se déforme et se transforme, et cependant demeure. Comment est-ce que comment pouvons-nous, chacun de nous installer dans la partie de nous qui demeure, et qui donc peut-être, si vous me permettez de vous partager ma conviction, cette partie de nous qui ne naît ni ne meurt. Il y a une partie de nous qui fait cette expérience. Comment est-ce que je peux m'installer dans cette dimension-là pour sentir que je peux apporter toute ma joie, ma confiance, et ne pas me laisser, je dirais, captiver, fasciné par la tragédie, par l'horreur. Ça, c'est la dimension humaine de la vie. Et bien sûr qu'il y a des tragédies et il faut s'en occuper, mais c'est la dimension humaine. Sur le plan plus spirituel, il y a une grande expérience qui est en train d'être vécue, à laquelle je peux apporter ma confiance et ma joie. Et c'est ça mon souhait personnellement. Merci beaucoup. Wow, tu viens de m'émouvoir profondément. Je crois que c'est le plus beau, les plus beaux mots que j'ai entendus dernièrement. Ça me touche, mais profondément dans mon cœur. Merci beaucoup. Je ne sais pas où j'étais touchée. Je ne peux pas dire qu'est-ce que tu as dit. Je ne peux pas le répéter, mais c'est d'une justesse. Waouh! Merci Thomas. Merci Anna de ton accueil sur cette page. Merci beaucoup. Et je vous invite à nous soutenir en cliquant sur j'aime pour que cette diffusion soit le plus partagée possible. De partager aussi cette interview sur votre page Facebook pour que d'autres personnes puissent la voir. Parfois, sûrement, Thomas, ça a dû t'arriver plein de fois. Des gens me disent, j'ai vu une vidéo de Sommeil la conscience, une interview, etc., quelque part, et je ne connaissais pas, et je commençais à l'écouter, et ça m'a changé la vie. Combien de fois? Bien sûr. Juste partager peut changer la vie d'une personne. En plus, des mots tellement justes comme ceux que Thomas vient de nous dire, je suis sûre qu'il peut toucher beaucoup de monde. Donc, aidez-nous à partager. Il y a 19 heures, il y a une autre interview. Cette fois-ci, c'est moi qui va faire des questions-réponses sur ma conférence. La 6e blessure, la blessure de désespoir, renouer avec la confiance. Et donc, bougez pas. On va finir avec Thomas et à te remercier profondément d'être là. Il y a 19 heures, on se connecte à nouveau pour faire les questions-réponses de ma conférence. Et normalement, aujourd'hui, devait venir aussi Isabelle Padovani, mais elle est très occupée. Et elle m'a dit qu'elle sera avec nous jeudi, notez dans vos agendas, jeudi à 17 heures. Voilà.
Merci Thomas et merci à vous tous. Merci de votre présence. Merci de cette question. Tu vois tous les merci qui te disent à côté? Oui, je vois, c'est magnifique. Merci à tous pour tous ces échanges chaleureux. Ça me nourrit et m'encourage profondément. Bonne route à chacune et chacun. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Et j'ai oublié de vous dire une dernière chose, c'est que la conférence de Thomas d'Asenbourg du changement individuel au changement collectif, elle est disponible encore aujourd'hui et demain. Donc, allez la voir, c'est un petit bijou et très en lien, très en résonance avec le moment que nous sommes en train de vivre. Je vous dis à tout de suite à 19h. Merci. À bientôt.